Si je me fie à plusieurs commentaires que je reçois, être locataire, c'est vivre pauvre, c'est être un petit travailleur, se faire manger la laine sur le dos par un mauvais propriétaire et surtout, c'est de jeter son argent par les fenêtres. Est-ce que tout ça est vrai? Eh bien, c'est ce qu'on regarde aujourd'hui et pour vrai, avec la capsule, j'aimerais ça clore le débat. Est-ce que c'est mieux d'être propriétaire ou être locataire? Je vais essayer de vous apporter tous les chiffres pour vous faire des bonnes comparaisons, mais malgré tout ça, je sais qu'il y en a qui changeront jamais d'avis et qui vont vouloir partager leurs points. Eh bien, gâtez-vous dans les commentaires. J'ai bien hâte de voir vos arguments et croyez-moi, je vais répondre à tous les commentaires. Salut tout le monde, ici Rémi. Si tu es là pour apprendre sur l'immobilier au Québec, eh bien, tu es à la bonne place et n'hésite pas si ce n'est pas déjà fait à t'abonner et à aimer la vidéo, ça m'aide énormément. À chaque année, je fais une capsule sur les augmentations de loyer. Évidemment, à chaque fois, ça repart les discussions comme quoi les propriétaires d'immeubles abusent les locataires, que les loyers coûtent beaucoup trop cher, que les locataires n'y arrivent plus. Bref, selon les commentaires que je reçois, c'est comme si tous les locataires étaient bien pauvres et qu'ils étaient pauvres parce qu'ils sont locataires. Si jamais ils étaient propriétaires, ils s'en sortiraient beaucoup mieux. Aujourd'hui, je reviens donc sur le concept que pour réussir financièrement dans la vie, il faut absolument être propriétaire d'une maison, ou c'est, selon la plupart des gens, un bon moyen pour s'enrichir, ou bien si le fait de rester locataire, c'est de sombrer à chaque mois un peu plus vers la pauvreté. Que tu sois actuellement propriétaire d'une maison ou locataire, crois-moi, tu risques d'apprendre quelque chose de fort intéressant dans cette capsule-là. On va commencer par les avantages et les désavantages d'être propriétaire d'une maison versus d'être locataire. Mais je ne parle pas ici des avantages ou désavantages financiers, je parle de tout le reste. Parce qu'on va se dire, acheter une maison, c'est pas seulement une question de chiffres, il y a plein d'autres choses autour. Et si j'en parle pas ici, je le vois déjà dans les commentaires que avoir une maison, c'est mieux pour telle raison. Bref, on va faire la comparaison ici entre un logement et une maison, voir c'est quoi les avantages et désavantages. Commençons justement avec les avantages d'une maison. Eh bien, le premier avantage, c'est qu'être propriétaire, on est finalement chez soi. Et ça vient avec toute la fierté d'avoir réussi dans la vie. On a aussi le fait que souvent une maison, c'est quand même plus grand qu'un logement. Aussi, on n'a pas de risque d'éviction par un propriétaire, que ce soit pour une reprise de logement, une modification ou quoi que ce soit. En plus, quand on a une maison, souvent on a accès à un terrain, ce qui peut venir avec une piscine, un spa. Bref, c'est souvent moins présent quand on est dans la location d'un appartement. Après ça, tu es chez vous, donc tu fais ce que tu veux. Tu peux faire des rénovations si ça te tente. Tu peux tout briser si ça te tente. Tu peux avoir 3 chiens, 8 chats, fumer dans ta maison. Bref, c'est toi le boss, t'as personne pour te dire quoi faire. Aussi, tu te chicanes pas avec les voisins parce que tu te fais marcher sur la tête ou parce que tu mets ta musique trop forte. Bref, c'est vrai, quand on regarde pas les chiffres, avoir une maison, c'est effectivement avantageux. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes là-dedans. Maintenant, on va regarder les avantages d'être locataire parce que oui, il y en a et même plusieurs. Le premier avantage qui est non négligeable, c'est que tu viens payer ton loyer à chaque mois et tu n'as pas vraiment d'autres responsabilités financières. C'est très simple à gérer. Ton budget est prévisible. Et là, détrompez-vous, je dis pas ici que c'est facile de payer son loyer. Je dis pas qu'il n'y aura pas d'augmentation de ton loyer. Je dis que c'est prévisible. Donc, tu vas avoir une hausse à chaque année dont le pourcentage, normalement, varie très peu dans le temps. Tu n'as pas besoin d'avoir un fonds d'urgence aussi élevé qu'un propriétaire. Et un des avantages majeurs aussi, c'est que tu es libre de partir quand tu veux. On sous-estime très souvent la flexibilité d'être en appartement. Un autre avantage qu'on oublie et qu'on ne met pas de l'avant, c'est que c'est facilement accessible. En fait, pour être locataire, c'est vraiment pas difficile. Tu as juste à signer un bail et faire des paiements mensuels. Tu n'as pas besoin d'avoir de mise de fonds ou quoi que ce soit en amont. Et un autre avantage aussi, c'est que quand tu es locataire, eh bien, les fameuses hausses de taux d'intérêt qu'on voit partout, eh bien, ça ne t'affecte même pas. Mais bon, dans la vie, il n'y a pas juste des avantages, il y a toujours des désavantages aussi. Donc, dans les deux cas, il y a plusieurs désavantages. Et voici maintenant pour les locataires. C'est sûr qu'un premier désavantage, c'est que être locataire, tu te retrouves à être exposé à une reprise du logement ou une expulsion par le locataire. Tu te retrouves aussi souvent à avoir des règlements, comme par exemple pas le droit d'avoir des animaux ou pas le droit de fumer. Tu n'as souvent pas accès à un terrain. Dans un immeuble, tu as souvent une proximité avec les autres locataires. Et je vais ajouter un autre désavantage ici qui est souvent moins connu, mais c'est que souvent quand on est locataire, ça vient avec une mauvaise réputation. En fait, ça vient avec le fait que tu n'as pas assez réussi financièrement dans ta vie pour avoir franchi l'étape d'acheter une maison. Pour plusieurs, ça vient avec une espèce de sentiment de honte et il faut réussir à avoir sa maison dans la vie, donc il faut aller vers l'achat, peu importe c'est quoi les désavantages et les avantages de chacun. D'ailleurs, acheter une maison, ça vient aussi avec son lot de désavantages. Ça vient d'abord avec une grande barrière financière à l'entrée. Il faut toujours bien être capable de l'acheter, la maison. Aussi, ça vient évidemment avec une responsabilité d'entretien. Tu n'as pas un propriétaire à appeler qui va venir faire les réparations, c'est toi qui vas devoir s'en occuper. Aussi, ça vient avec une imprévisibilité des dépenses, que ce soit la piscine qui brise, la toiture qui se met à couler sans que tu l'aies vu venir, ou tu es à la merci de l'augmentation des taux d'intérêt. Il y a plein de choses qui peuvent arriver et souvent tu ne le vois pas trop venir.
Quand on est propriétaire, on se doit d'avoir de l'argent de côté et d'avoir un fonds d'urgence parce que s'il y a quelque chose qui brise, tu vas devoir le réparer. Quand on est propriétaire, on doit aussi avoir une gestion de ses finances beaucoup plus responsable, c'est-à-dire qu'on n'a pas un seul paiement à faire comme un loyer, on a plusieurs paiements pour plusieurs éléments et c'est vraiment important de réussir à suivre tout ça pour pouvoir payer dans les temps. Et aussi, quand on est propriétaire, eh bien, on a beaucoup moins de flexibilité des lieux, c'est-à-dire que c'est plus difficile de quitter, il y a tout un processus de vente qui prend du temps et aussi, il y a quand même beaucoup de coûts qui sont reliés à une vente. Donc voilà, ça dresse un portrait plutôt global de chacune des situations. Évidemment, il y a plein d'autres petites choses. D'ailleurs, écris en commentaire c'est quoi pour toi un avantage ou un désavantage d'être propriétaire ou d'être locataire. D'ailleurs, si tu veux un avantage non négligeable, c'est de passer par un courtier hypothécaire pour pouvoir acheter ta maison. Quelqu'un comme Félix Bilodeau-Bergeron, qui pourra évidemment te trouver le meilleur taux d'intérêt, mais qui pourra aussi monter un plan d'action avec toi selon ta réalité pour être sûr que tu puisses profiter de la liberté d'avoir une maison et non pas d'être pris financièrement jusqu'à la gorge. Que ce soit pour une maison personnelle ou pour un immeuble à revenus, il va pouvoir travailler pour toi devant chaque banque pour s'assurer d'aller chercher une meilleure selon ta situation. Ces informations sont en description. Maintenant, entrons dans les chiffres, parce que ma question de base, c'est toujours bien de savoir si les locataires sont sur le chemin de la pauvreté pendant que les propriétaires s'enrichissent. Première des choses, il faut arrêter de comparer le prix du logement avec le coût de l'hypothèque, c'est une très grosse erreur. En tant que locataire, le montant de ton loyer, c'est le montant maximum que tu vas devoir payer pour cet immeuble-là, peu importe ce qui se passe avec l'immeuble. Tandis que pour un propriétaire, l'hypothèque, c'est le montant minimum qu'il devra payer pour pouvoir rester là. Juste ça, ça fait déjà une énorme différence. Prenons un vrai exemple à louer au moment de faire cette capsule-là. J'ai décidé de prendre un 5,5 à Drummondville, donc avec 3 chambres. Ici, on a accès à un grand logement complètement neuf, tu es le premier à habiter dedans, et tout ça pour une somme de 1650 $. Et là, pour faire un comparatif, j'ai décidé de aussi chercher à Drummondville, donc c'est le même secteur, c'est le même marché. Et maintenant, on va acheter quelque chose, on va acheter un jumelé. Pourquoi un jumelé? Ben, c'est parce qu'en termes de grandeur, ça peut ressembler à un logement. Et on parle ici d'ailleurs d'un jumelé aussi avec 3 chambres. J'ai trouvé un jumelé qui n'est pas neuf, mais bon, c'est 2010, donc c'est quand même pas trop vieux. Et on est à un coût de 395 500 $. Donc, pour l'acheter avec 20% de mise de fonds, il faut 79 000 $, ce qui nous donne une hypothèque de 316 000 et des paiements de 1931 $ par mois. Et là, je le sais, en commentaire, tu vas m'écrire que c'est possible d'acheter le jumelé avec 5% de mise de fonds. Et c'est vrai, mais si jamais tu fais ça, eh bien, tes paiements vont augmenter et ça va maintenant te coûter 2300 $ par mois. Donc là, suis-moi un peu, j'essaie d'avoir les chiffres les plus comparables possibles, donc on va garder notre mise de fonds de 20%. Donc, on revient à nos deux exemples. On a le choix entre un 5,5 à 1650 $ par mois ou un jumelé dont tu es le propriétaire aussi avec 3 chambres à 1931 $ par mois. Au final, ça te coûte seulement 280 $ par mois pour être propriétaire. En plus, tu as une plus grande maison, tu as un terrain, tu as une piscine, tu as même un spa. Ça vaut certainement le coup. Go, on achète. Mais évidemment, c'est une très grosse erreur de voir seulement ça comme ça. Donc maintenant, on va calculer le coût réel pour habiter dans son logement. Parce que oui, ça te coûte 1650 $ de loyer, mais ce ne sera pas nécessairement les seuls frais. On va ajouter un frais qui n'est pas obligatoire ici, mais que je recommande fortement, c'est d'assurer ses biens et d'avoir une responsabilité civile. Et ça, on peut avoir une assurance locataire pour aussi peu que 25 $ par mois. Évidemment aussi, on va avoir de l'électricité à payer. Et dans notre cas, on a un 5,5 avec une thermopompe, c'est neuf, des bons matériaux. Bref, on va mettre une dépense de 80 $ par mois pour l'électricité. Et là-dessus, je peux quand même dire que je suis quand même un peu généreux. On pourrait donc dire que le coût réel pour être locataire à cet endroit-là, ça te coûte plutôt 1755 $. Et maintenant, on va regarder le coût réel pour avoir le jumelé. Premièrement, évidemment, on avait dit qu'on avait l'hypothèque à 1931 $ par mois. Après ça, il faut ajouter les taxes scolaires et les taxes municipales qui totalisent quand même 280 $ par mois. Et aussi maintenant, eh bien, on a une maison qui est plus grande, on a une piscine, on a un spa. Bref, on a plus de dépenses au niveau de l'électricité et on en a pour 210 $ par mois. Et maintenant aussi, il faut ajouter une assurance habitation parce que cette fois-ci, c'est obligatoire. La banque va te l'obliger. Et ça, on en a pour un montant de 110 $ par mois. Donc déjà, on est rendu à 2530 $ par mois. Et c'est pas fini, il y a encore d'autres dépenses. Il y a entre autres la dépense du déneigement où c'est équivalent à 40 $ par mois. Et heureusement pour toi, la pelouse, c'est toi qui as décidé de la faire, donc tu n'as pas de frais là-dessus. Tu peux te dire que c'est peut-être pas si pire comme dépense, mais maintenant, il manque un gros morceau et c'est l'entretien. Ici, on a une maison qu'on achète grosso modo 400 000. Eh bien, pour estimer l'entretien, on peut facilement dire qu'on y va avec 2% de la valeur de la maison. Donc, dans notre cas, on se retrouve avec 8 000 $ d'entretien par année. Et là, avant de me faire lancer des roches en me disant que ça ne coûte pas ça, eh bien, je vais prendre ce montant-là et je vais le diviser en deux morceaux pour que vous compreniez bien.
Le premier montant, c'est qu'on a tout d'abord des frais d'entretien standards, réels, qui vont être pour des petites choses comme changer des poignées, changer des globes, réparer des coins de mur, des nouveaux filtres pour l'échangeur d'air. Bref, il y a plein de petites dépenses réelles que tu vas devoir faire et pour ça, on va dire qu'on en a grosso modo pour 1000 $ par année. Après ça, le 7000 $ ici supplémentaire qu'on calcule à chaque année, eh bien en fait, c'est ce qu'on va mettre pour une réserve en capital. C'est un jumelé de 2010, donc dans 5 ans, la toiture va avoir maintenant 20 ans. Il va falloir penser à la remplacer. On va avoir une belle facture de 20 000 $. Heureusement pour ça, rassurez-vous, ça comporte aussi la toiture du cabanon. Aussi, très bientôt, tu vas vouloir repeinturer à grandeur pour rafraîchir et donner un nouveau look. Qui veut vraiment des couleurs sombres dans sa maison? On a une facture de 4 000 $ pour la peinture. Aussi, souviens-toi que tu as une piscine et un spa, eh bien à un moment donné, ta toile va être à changer ainsi que ton moteur, eh bien une belle facture de 3 000 $. Aussi, en 2010, les thermopompes moins 30, ça n'existait pas. Fait qu'à un moment donné, tu vas vouloir la changer pour économiser sur tes coûts de chauffage et tu vas la changer. Heureusement, avec les subventions, ça va te coûter seulement 2 000 $. Tu vas aussi avoir une nouvelle tondeuse pour 1 200. Souviens-toi que tu ne veux pas payer pour le faire à chaque année, donc tu dois avoir une tondeuse. Et dans 10 ans, eh bien, tes fenêtres vont maintenant avoir 25 ans, ce qui est la durée de vie moyenne pour ce genre de fenêtre-là. Et la facture totale, on va en avoir pour 40 000. Et là, je sais, il y en a plein qui vont me dire, ben voyons donc, ça coûte pas aussi cher pour changer des fenêtres. Et c'est vrai, mais là, le responsable, c'est le fameux tant qu'à. Parce que tant qu'à enlever toutes les fenêtres, eh bien, on va vouloir aussi réisoler un peu autour et on va vouloir changer la façade de notre maison pour s'harmoniser avec nos nouvelles fenêtres noires. Il va falloir rafraîchir un peu le look de ta maison parce que je vous rappelle qu'on est rendu en 2035 et que ta maison va avoir 25 ans et que tu veux pas qu'elle ait l'air trop vieille. Résultat, dans 10 ans, tu risques fort bien d'avoir mis l'équivalent de 70 000 $ dans ta maison, ce qui fait un équivalent de 7 000 $ par année. Et là, j'ai pas juste mis ça beau pour que ça arrive dans mes chiffres, c'est pas du tout irréaliste tout ça. Faites juste demander à des gens qui sont propriétaires depuis longtemps, voir si c'est tout à fait plausible. Bref, si on ajoute toutes les dépenses, eh bien on arrive à un coût réel de possession de cette maison-là mensuel moyen sur l'équivalent de 10 ans à environ 3 200 $ par mois. Donc oui, on commence à être loin du 1 750 $ que ça coûte pour être locataire. Et là, je vous entends de nouveau crier haut et fort. Mais quand on paye notre hypothèque, on est en train de rembourser notre capital et en plus, les rénovations augmentent la valeur de notre maison. C'est pas du tout de l'argent jeté par les fenêtres. C'est vrai, voyons les chiffres ici. En 10 ans, tu vas avoir payé en tout près de 232 000 $ sur ton hypothèque et là-dessus, il va y en avoir près de 153 000 $ qui vont partir en intérêt. Ça, je vous le dis, ce 153 000 $-là, oui, c'est de l'argent qui est jeté par les fenêtres. Mais au moins, tu vas avoir remboursé 79 000 $. Faut comprendre que tu vas avoir payé 2 fois plus d'intérêt que ce que tu auras remboursé en intérêt, ça fait mal. Mais oui, c'est vrai que si on ramène ça sur 10 ans, tu vas avoir l'équivalent en moyenne de 658 $ par mois qui va te revenir sous forme d'équité dans ta maison. Ensuite, au niveau de l'entretien, c'est vrai que si tu refais le look de ta maison pour la mettre à jour, ça peut faire prendre de la valeur à ta maison. Mais changer une toiture de bardeau pour rajouter une nouvelle toiture de bardeau parce que l'autre était finie, ça fait pas augmenter la valeur, ça fait juste garder la valeur pour être sûr de ne pas en perdre. Mais pour être sûr de ne pas trop avoir de sceptiques, on va quand même dire qu'il y a 30% de la valeur des travaux que tu fais qui va venir augmenter la valeur de ton immeuble. Donc au final, tu as l'équivalent d'à peu près 21 000 $ qui va te permettre de revenir dans tes poches sous forme de nouvelles valeurs. Donc tu as environ 175 $ par mois que tu mets de côté en rénovation. Voilà, ça fait déjà beaucoup de chiffres et à partir de maintenant, on peut commencer une comparaison plutôt égale. Donc voilà comment je vais présenter le tout. Comme la plupart des locataires aiment ça dire qu'ils sont en train de jeter de l'argent par les fenêtres, eh bien on va leur donner ce point-là. C'est vrai, ils sont en train de jeter 1 755 $ par la fenêtre. Il n'y a rien qui va leur rester de tout ça. Et ça, c'est pour habiter dans un 5,5 complètement neuf à Drummondville. De l'autre côté, le propriétaire, lui, le calcul, il se complexifie un peu. Sur l'équivalent de 10 ans, le propriétaire va jeter par la fenêtre tous les mois un montant de 1 950 $ qui part en pure dépense sur sa maison. Les intérêts, il ne les retrouvera jamais, tout comme ses taxes municipales et tout le reste. Il devra aussi avoir les liquidités pour rembourser son capital sur son prêt à l'équivalent d'environ 650 $ par mois et en plus avoir assez de liquidités pour se constituer un fonds de réserve à coût de 658 $ par mois. Sur ce montant-là d'entretien, il y en a quand même un montant de 460 $ qui va partir en pure dépense d'entretien et qui ne viendra pas faire augmenter la valeur de son immeuble. En gros, sur 10 ans, le propriétaire, lui aussi, il jette beaucoup d'argent par les fenêtres. En fait, il va jeter 2 360 $ par la fenêtre à tous les mois en pure dépense sur sa maison et il va réussir à en mettre de côté en épargne forcée sur son hypothèque
et en prise de valeur sur ces rénovations, environ 775 $ par mois. Donc maintenant, si on arrête les comparaisons ici, est-ce que vous êtes capable de dire qui est le plus avantagé entre le propriétaire ou le locataire? Eh bien, si on arrête ici, on se rend compte que le propriétaire, il jette plus d'argent par la fenêtre que le locataire, donc être locataire, on serait plus avantagé. J'espère que c'est clair jusqu'à maintenant parce qu'il reste encore quelques infos à prendre en considération. Et ici, je parle pour si on veut faire un portrait global et réel, il faut aussi prendre en considération, évidemment, la plus-value sur l'immeuble. Parce que oui, on spécule que la maison va prendre de la valeur dans le temps et que le propriétaire va pouvoir en profiter, tandis que le locataire, lui, il touche rien de tout ça et c'est complètement vrai. On va prendre un chiffre moyen de 3%, donc une prise de valeur de 3% pendant 10 ans, et ton jumelé que tu as acheté 395 000 $, eh bien, au bout de 10 ans, il va valoir 532 000 $. Ça, c'est quand même 137 000 $ dans les poches du propriétaire, et en plus, c'est non imposable, donc c'est vraiment non négligeable. Si on ramène ça par mois, ça fait quand même un équivalent de 1 140 $ par mois en prise de valeur, c'est vraiment non négligeable, et ça vient vraiment contrebalancer toutes les dépenses qu'on a sur l'immeuble. Donc, boum, voilà, être propriétaire, on gagne. On se rend compte qu'on a seulement l'équivalent d'environ 1 220 $ par mois qu'on jette à tous les mois par la fenêtre. Le reste, on le récupère soit par le paiement de notre capital, soit par les améliorations qui vont venir augmenter la valeur, ou par l'immeuble qui prend tout simplement de la valeur normale à chaque année. Ça y est, on a maintenant tout en main, le choix est maintenant logique et clair. Il faut réussir à acheter. Parce que être locataire, c'est vrai que tu es en train de jeter de l'argent par la fenêtre, tu es en train d'en jeter beaucoup, beaucoup plus que si tu étais propriétaire. Avoue que tu pensais pas que j'arriverais à cette conclusion-là, non? Écoute, j'essaie d'être vraiment le plus simple possible dans ma capsule, mais si je veux vraiment comparer des pommes avec des pommes, il reste encore un élément crucial à prendre en considération. Jusqu'à maintenant, j'ai parlé d'un locataire qui paye 1 755 $ par mois et j'ai aussi parlé d'un propriétaire dont son cash flow nécessaire moyen au travers des 10 prochaines années va être d'environ 3 200 $ par mois. Est-ce que vous voyez un problème ici? C'est simple, dans notre exemple, on ne compare pas le même montant d'argent. Moi, je veux comparer le même montant avec le même montant. Parce que si tu es capable d'acheter une maison et de payer l'équivalent de 3 200 $ par mois pour te loger, eh bien, ça veut dire que si tu es locataire et que tu payes 1 755 $, il va te rester de l'argent de disponible. Ça, c'est une logique qui est très importante à comprendre si on veut comparer les choses de la même manière. Premièrement, pour réussir à acheter, le futur propriétaire il va devoir avoir en main 79 000 $ pour la mise de fonds, mais aussi avoir 4 000 $ pour le notaire et pour l'inspection, et aussi avoir 4 000 $ pour la taxe de mutation. Donc, dès le départ, il va déjà avoir engagé 87 000 $ au moment où il va recevoir les clés. Évidemment, si on veut faire une comparaison égale, ça veut dire que cette personne-là, si elle se retourne plus tôt et elle décide de louer, eh bien, elle n'a pas besoin d'avoir de l'argent dès le départ pour louer. Il va juste falloir qu'elle paye le loyer. Donc, ce montant-là de 87 000 $, elle va pouvoir l'avoir en épargne. Et en la gardant en épargne, elle va décider de l'investir dans un FNB très sécuritaire et avoir un rendement moyen, on va dire, de 6 %. Et là, je suis quand même très sécuritaire. J'aurais facilement pu dire 8, mais on va s'en tenir ici à 6 % de rendement. Et là, contrairement au propriétaire qui, lui, a de l'épargne forcée avec son hypothèque, eh bien, le locataire va devoir prendre son avenir financier en main. Et ici, si on se dit qu'il était capable de payer 3 200 $ par mois, eh bien, on va supposer qu'il est facilement capable de mettre 1 000 $ par mois en épargne. Parce que la dépense de son loyer va être beaucoup plus petite que ce qu'il aurait dû mettre sur sa maison. Donc, ceux qui pensent que les locataires font seulement jeter de l'argent par les fenêtres, eh bien, après 10 ans, si on regarde le portrait financier du propriétaire et du locataire, eh bien, on se rend compte que le locataire se retrouve avec une épargne de 297 000 $. C'est un montant plus élevé que la valeur nette du propriétaire qui a remboursé son équité et où sa maison a aussi pris de la valeur. Particulièrement au Québec, c'est fou comment on valorise le fait d'être propriétaire et que si on est locataire, c'est quand même un peu mal vu, comme si être locataire était complètement voué à l'échec financier et d'être pauvre. Mais pas du tout. Être locataire ou propriétaire ne change en rien la situation financière d'une personne. En fait, la différence majeure et cruciale, c'est que la plupart des gens, que tu sois propriétaire ou locataire, ne savent pas comment bien gérer leurs finances et n'épargnent pas assez pour la retraite. Donc, d'un côté, on a un propriétaire qui se retrouve à faire de l'épargne forcée et où son immeuble il prend de la valeur parce qu'il a décidé d'acheter une maison. Et de l'autre côté, on se retrouve avec un locataire qui, évidemment, ne va pas mettre 1 000 $ par mois de côté dans un FNB à 6 % parce que soit qu'il ne sait pas comment faire ou soit parce qu'il va décider de le dépenser plutôt que de l'épargner. C'est pour ça que ceux qui achètent des maisons et qui sont propriétaires sont souvent dans une meilleure position financière. C'est pas parce que acheter une maison, c'est rentable. C'est juste parce qu'ils sont dans une position où ils font de l'épargne forcée et où ils ont quelque chose qui grandit déjà avec eux.
Si le locataire il fait la même chose et décide de prendre son épargne et de l'investir, lui aussi il va grandir avec un patrimoine financier. Et là, je vois venir un autre commentaire. Ben là, tu compares seulement sur 10 ans, c'est sûr et certain que si je reste dans ma maison pendant 30 ans, je vais gagner financièrement. La réponse est c'est vrai, mais en fait c'est peu probable. Parce que les statistiques officielles, ils disent que les Canadiens restent en moyenne dans leur maison 7 à 10 ans, et oui, aussi peu que ça. Ça veut dire qu'en moyenne, à chaque 10 ans, tu vas devoir repayer le notaire, repayer la taxe de mutation, repartir un nouveau prêt hypothécaire dont les intérêts dans les premières années coûtent extrêmement cher, mais aussi payer pour pouvoir mettre la nouvelle maison à ton goût et ainsi de suite. Quand j'ai commencé à écrire cette capsule-là, j'aurais jamais pensé que ça serait aussi long. Vous avez aucune idée de tout le travail qu'il y a derrière tout ça. Pour m'encourager, si vous voulez, ça serait vraiment gentil si vous voulez partager cette vidéo-là, mais aussi écrire en commentaire si vous avez trouvé ça intéressant. Je dois dire que pour simplifier le tout au travers de mes capsules, j'ai même pas parlé des augmentations de loyer au travers des années, j'ai pas parlé des augmentations de taxes, tout comme les coûts d'assurance, de l'inflation ou les coûts qui sont reliés à la vente de ta maison. J'ai pas parlé de tous ceux qui vont vouloir transférer pour acheter une beaucoup plus grande maison qu'un jumelé. Aussi, j'ai arrondi quelques chiffres, bref, vous comprendrez que j'ai laissé ça assez simple. Aussi, j'ai parlé d'une situation où la personne peut choisir entre être un locataire ou acheter une maison et il se retrouve avec les mêmes finances et est capable de supporter les deux scénarios. Évidemment, si tu n'as pas des grosses finances, si tu n'es pas capable d'accumuler une mise de fonds et que tu es obligé d'être locataire, bien évidemment, tu n'arriveras pas au même résultat que quelqu'un qui décide d'être propriétaire parce que tes finances sont différentes. Mais vous comprendrez bien que 1, l'exercice n'est pas simple à faire et que 2, la réponse n'est pas égale pour tout le monde et qu'il faut s'assurer de comparer des pommes avec des pommes avant de crier haut et fort que quelqu'un jette de l'argent par les fenêtres. Le mot d'ordre, c'est d'avoir une rigueur financière et que tu sois obligé de faire une épargne forcée via ton hypothèque ou que tu es locataire et que tu dois mettre de l'argent de côté pour ton futur, eh bien c'est à toi de prendre ton avenir financier en main. Merci de ton écoute.